Dimanche matin à Paris, le Louvre accueille des milliers de touristes impatients. Moins d'une heure plus tard, les alarmes sonnent, le verre explose et des bijoux de la couronne française valant 88 millions d'euros disparaissent. Dans cet épisode de The Infographics Show, nous analysons le déroulement réel du braquage du Louvre. Le 10 octobre 2025, la police est alertée par une entreprise de Louvre, à 20 km au nord de Paris. Le groupe, venu voir un camion, est reparti après avoir menacé le personnel sans faire de blessés. Le nom de la ville est une pure coïncidence. 9 jours après, le même camion arrivait devant le Louvre à 9h. 19 octobre. Les portes du Louvre s'ouvrent grand. C'est un dimanche, ce qui veut dire que le bâtiment se remplit presque immédiatement de familles, de groupes de touristes et de touristes armés de perches à selfie. Les agents de sécurité s'installent dans les galeries du musée. Dans la galerie d'Apollon au premier étage, 5 agents surveillent certaines des collections les plus précieuses. La galerie d'Apollon respire l'opulence avec ses plafonds dorés, sols en marbre et vitrines de bijoux portés par des impératrices et reines françaises. Le diadème en saphir de l'impératrice Eugénie est exposé derrière une vitre par balle. Il compte plus de 1300 diamants et 56 émeraudes, placés dans une pièce non portée depuis la chute du Second Empire en 1870. À côté se trouve la parure d'émeraude de Marie-Louise, le collier et les boucles d'oreilles ayant appartenu à la seconde épouse de Napoléon Bonaparte. Elle contient 32 émeraudes finement taillées et plus de 1000 diamants, taille brillant. Ce sont ensemble des fragments précieux de l'histoire impériale française. La galerie a de grandes fenêtres sur la Seine, ce qui va poser problème ce matin-là. 9h30. Le camion s'installe discrètement le long de la façade du musée côté Seine. Ce monte-meubles à nacelle hydraulique atteint les fenêtres des 2e et 3e étages. 2 hommes descendent du camion, portant des gilets jaunes et orange haute visibilité, l'uniforme des ouvriers du bâtiment partout dans le monde. Les touristes qui se promènent autour de la scène les remarquent à peine, mais il y a quelque chose qu'ils ignorent. Aucun entretien, ordre de travail ni permis n'est prévu aujourd'hui dans la galerie d'Apollon. Ces hommes ne devraient pas être ici. Les bras hydrauliques de l'ascenseur s'étendent, la nacelle commence à s'élever, transportant les 2 hommes vers une fenêtre du côté est de la galerie d'Apollon. Sous leurs vêtements de travail, ils portent des masques et des cagoules, mais depuis le sol, personne ne peut le deviner. La nacelle monte doucement à 15 ou 18 mètres, atteignant le niveau du balcon de la galerie. En bas, 2 hommes attendent sur des scooters. Ce ne sont pas des scooters ordinaires, ils sont assez puissants pour circuler dans Paris à des vitesses d'autoroute. Moteur coupé, ils patientent calmement à côté. 9h34. Dans le musée, tout paraît normal. Les touristes parcourent les galeries à moitié pleines, tandis que les gardiens échangent à la radio. Le panneau de contrôle clignote rouge. Un gardien signale à la radio un signal au premier étage, secteur Est. Un agent de sécurité au Louvre signale l'alarme, le personnel enquête. Mais le temps que quelqu'un atteigne la galerie d'Apollon, les voleurs sont déjà à l'intérieur. Quelques secondes avant, sur la nacelle, un homme masqué sort un objet. Une meuleuse d'angle est un outil portatif muni d'un disque rotatif pour couper métal, béton et verre renforcé. La meuleuse rugit, un cri mécanique aigu qui perce l'air du matin. Il la presse contre la fenêtre. La meuleuse mord dans le cadre, projetant des étincelles. Le verre se fissure puis éclate. 9h35. Les voleurs opèrent rapidement. Ils ciblent précisément, sans tout prendre. Ils brisent 2 vitrines bien précises, ignorant les autres. Dans la première vitrine, ils volent le diadème en saphir de l'impératrice Eugénie et la broche corsage beau. Ils prennent ensuite le collier d'émeraude de Marie-Louise, les boucles d'oreilles assorties, des pièces des reines françaises du 19e siècle, Marie-Amélie et Hortense, un collier diadème en saphir et une seule boucle d'oreille assortie. Ils prennent aussi une broche reliquaire, soit 9 pièces au total. Des touristes filment, impuissants, tandis que des hommes en gilet haute visibilité découpent les vitrines avec une scie à béton. Les vitrines ont été conçues pour être pare-balles, capables littéralement de résister à des tirs d'armes à feu. Mais les voleurs ne tirent pas dessus. Ils découpent directement des trous dans le verre avec leurs outils électriques. 9h36, les voleurs trouvent ce qu'ils cherchent et s'enfuient par la fenêtre tandis que les alarmes sonnent dans la galerie. 2 vitrines de haute sécurité hurlent quand leur capteur détecte une intrusion. Les 5 agents de sécurité comprennent soudain que l'alerte est réelle et appellent frénétiquement du renfort par radio. L'un d'eux appuie sur un bouton d'alarme pour signaler l'urgence à la police. Un autre commence à évacuer les quelques touristes qui se sont aventurés dans la galerie. Problème pour les braqueurs. Ils ont tout pris.
La couronne de l'impératrice Eugénie, lourde et difficile à transporter par une fenêtre brisée, est finalement abandonnée. La couronne chute et s'écrase sur le trottoir du Louvre. L'or se tord, les diamants s'éparpillent. Les voleurs montent dans la nacelle et entament leur descente. Une alerte générale est lancée dans le musée pour fermer les portes et verrouiller le bâtiment. Mais il est trop tard. 9h38. Les voleurs au sol essaient de brûler la nacelle de la grue pour effacer les preuves, mais l'incendie échoue partiellement. Ils laissent la nacelle avec leur meuleuse, un chalumeau, des gants imbibés d'essence, un talkie-walkie et une couverture. Les deux hommes montent sur les scooters Yamaha. 4 voleurs, 2 par moto. Les moteurs rugissent. Ils longent les quais de la Seine vers le sud-est. 9h39. À l'intérieur, le Louvre est en chaos. Gardes et police interviennent. Les visiteurs du musée sont en train d'être évacués. Quelque part, un inventaire commence, alors que les conservateurs réalisent ce qui manque. Les voleurs filmant le long de la Seine en direction du boulevard périphérique, la rocade de Paris. De là, ils prennent la A6 vers le sud, direction Lyon. Les scooters se faufilent entre les fils, zigzaguent dans la circulation, empruntant des itinéraires que les voitures ne peuvent pas suivre. Près du pont de Sully, à quelques rues du Louvre, un des voleurs perd un gilet jaune haute visibilité. La police le retrouve plus tard, mais la piste est alors déjà froide. Les scooters se fondent dans la circulation parisienne, sans hélicoptère pour les suivre. Impossible de coordonner un barrage routier à temps. Les 2 scooters, avec 88 millions d'euros de bijoux impériaux volés, disparaissent dans une ville de plus de 2 millions d'habitants. 9h47, 13 minutes après l'alerte, la police envahit le Louvre, qui est bouclé. La police scientifique intervient et documente tout. Ils découvrent la nacelle abandonnée dehors, avec les outils, meuleuses, chalumeaux et bidons d'essence. Le personnel et les policiers arrivés sur place réalisent que les voleurs sont restés à l'intérieur du bâtiment exactement 4 minutes. Du moment où ils ont brisé la fenêtre jusqu'à celui où ils sont ressortis. 4 minutes, 4 minutes, 4 hommes, 88 millions d'euros envolés. De plus, l'opération, de l'arrivée de la nacelle à la fuite en scooter, a duré 8 minutes et 45 secondes. En un temps record, 4 voleurs ont commis l'un des cambriolages de musées les plus audacieux de l'histoire moderne. 10h34. Le Louvre annonce le vol et ferme Paris. La France et le monde entier sont choqués. Plus tard, les enquêteurs découvrent la couronne endommagée de l'impératrice Eugénie au sol. Dans la galerie d'Apollon, ils découvrent 2 vitrines vides et une fenêtre cassée. Tandis que les voleurs fuient et préparent de nouveaux coups, une réalité inévitable s'impose. Les pièces sont bien trop célèbres pour être vendues. Elles sont photographiées, inventoriées, documentées au laser. Chaque pierre, support de vis ou fermoir figure dans des bases de données, d'Interpol au registre d'assurance privée. La nouvelle se répand, et chacun comprend peu à peu. Les amateurs d'art s'interrogent sur les œuvres volées. Elles sont peut-être déjà le trophée privé d'un collectionneur, achetées et cachées dans un coffre-fort, avec de l'argent, et un ego qui ne seront plus jamais revus. Ou, plus probablement, les experts redoutent que les bijoux soient démontés, l'or fondu, et les pierres retaillées puis blanchies sur le marché mondial pour effacer leur provenance. Le 22 octobre, le Louvre rouvre. Environ 100 enquêteurs français travaillent au jour et nuit. Des experts analysent les vidéosurveillances. Puis, la découverte. Ils recueillent 150 échantillons médico-légaux, scellent 189 objets, allant des téléphones portables aux trottinettes, gants, casques, et bien plus encore, tous examinés pour l'acide désoxyribonucléique et les messages cryptés. Laurence Decaux, directeur du Louvre, doit témoigner devant le Sénat français. Elle qualifie le braquage d'échec terrible et ne mâche pas ses mots sur ce qui a mal tourné. Le musée reconnaît des lacunes au niveau des caméras. Le balcon est, par exemple, par lequel les voleurs sont entrés, n'était pas couvert par les caméras. La caméra la plus proche pointait à l'ouest, loin de l'entrée, créant un angle mort absurde avec du recul. Mais dans un musée aussi vaste que le Louvre, ces failles existent. Decaux propose sa démission, mais elle est refusée. Mais le braquage met en lumière des problèmes profonds, accumulés depuis des années. En juin 2025, à 4 mois du vol, le personnel du Louvre a massivement fait grève. Il dénonçait des foules ingérables, un manque de personnel et des conditions de travail intenables. Le musée accueillait 9 millions de visiteurs par an, mais l'infrastructure tombait en ruine. Les systèmes de sécurité, datant des années 1980, étaient obsolètes. Les agents, débordés, utilisaient un matériel mal entretenu.
Le 25 octobre, la traque s'achève vite. Des enquêteurs d'une unité spéciale anti-braqueurs interviennent en Seine-Saint-Denis, au nord de Paris. 2 hommes sont arrêtés. L'un d'eux a à peine franchi la sécurité à Charles de Gaulle, avant que la police ne l'interpelle. Un billet allait simple pour l'Algérie en main, et 40 minutes avant l'embarquement. Le deuxième suspect a été interpellé alors qu'il se préparait à partir pour le Mali. Le 26 octobre, les autorités françaises ont annoncé l'arrestation de 2 hommes, reliés à la Seine par l'acide désoxyribonucléique trouvé sur les casques et scooters. Les 2 hommes ont déjà partiellement reconnu leur implication et les preuves sont accablantes contre eux. Les procureurs jugent la mobilisation exceptionnelle. Les médias français utilisent des termes plus cinématographiques pour désigner les braqueurs eux-mêmes, les qualifiant de véritables commandos. Les enquêteurs l'admettent aussi. Il s'agissait de bien plus que 2 hommes au hasard avec une idée folle. Il s'agissait d'un réseau. Les téléphones saisis lors de ces perquisitions révèlent déjà des discussions cryptées et des indices de planification. Quelqu'un a coordonné et financé cela. 29 octobre. Les 2 suspects sont mis en examen pour association de malfaiteurs et vol commis en bande organisée. Ils restent en garde à vue. Aucun des bijoux n'a encore été retrouvé. Pas un seul. La seule chose que la police possède, c'est la couronne. Les voleurs ont laissé tomber la tiare de l'impératrice Eugénie sur le trottoir. Le reste est toujours introuvable. Un procureur déclare en direct à la radio que ces pièces sont désormais invendables et appelle toute personne ayant les bijoux à les restituer. Les enquêteurs, pour l'instant, affirment qu'il n'y a aucun signe de complicité interne, mais ils ne sont pas assez naïfs pour prétendre qu'il s'agissait d'un coup d'amateur. Le chariot élévateur du braquage avait été volé 9 jours avant, via une fausse offre d'emploi de déménagement. Les voleurs connaissaient les angles morts du Louvre, ses rythmes de réaction, les failles analogiques dans un système de sécurité numérique qui aurait dû être modernisé il y a des années. Ces hommes savaient ce qu'ils faisaient, conscients qu'ils laisseraient de l'acide désoxyribonucléique et activeraient des alarmes. Le 30 octobre, les autorités françaises annoncent 5 arrestations, dont un membre présumé de l'équipe initiale du braquage. Dans les jours qui suivent, d'autres chefs d'accusation sont déposés, bien que les accusés continuent de nier toute implication dans le crime. Il est révélé plus tard que l'un des suspects est une petite célébrité des réseaux sociaux, passionné de moto et ancien agent de sécurité dans un autre musée parisien. Cela en valait-il la peine ? Pourquoi risquer un braquage de 4 minutes contre l'une des institutions les plus célèbres ? Si vous n'étiez pas sûr de vous, le butin rendait le risque acceptable. Après le 19 octobre, les choses se sont accélérées. Le gouvernement français a validé une réforme urgente de la sécurité de 80 millions d'euros, incluant de nouvelles caméras, des capteurs de mouvement modernisés et un centre de commandement centralisé avec surveillance en temps réel. En somme, tout ce qui aurait déjà dû être en place. Mais les répercussions politiques ont été brutales. Les opposants ont vu dans le braquage le symbole de l'effondrement du gouvernement et ont réclamé des comptes. Comment le musée le plus célèbre de France, symbole du patrimoine français, a-t-il pu être aussi vulnérable ? La plupart des musées ont un problème insoluble. Ils sont faits pour être visités. C'est leur but. La culture doit être partagée et vécue par tous. On ne peut pas tout enfermer dans un coffre-fort. Et appeler ça un musée, ce n'est qu'un entrepôt. Mais chaque visiteur est une menace potentielle. Des millions de visiteurs au Louvre chaque année, autant de risques de problèmes. Avec ce genre de foule, il faut trouver un équilibre entre la sécurité des personnes et celle des œuvres d'art. Au moment où vous rendez la sécurité trop stricte, l'expérience du musée en pâtit. Détecteurs de métaux, fouilles de sacs et accès limité. On se sent moins dans une institution culturelle et plus dans un aéroport. Les visiteurs se plaignent et les revenus du tourisme baissent. Une sécurité laxiste mène au 19 octobre 2025. Le surtourisme accroît les vulnérabilités. Avec des milliers de visiteurs quotidiens, les agents de sécurité gèrent la foule plutôt que les menaces. Quand le personnel est surmené et sous-payé, des erreurs arrivent. On fait des compromis et le matériel n'est pas renouvelé, car les budgets sont serrés et la technologie ne suffit pas. Le Louvre possédait des caméras, mais pas sur ce balcon. Les alarmes se déclenchent aussi souvent que les gardes n'y prêtent plus attention. Les vitrines étaient heurtées par balles. Personne n'avait prévu les meuleuses d'angle. Après le braquage, le consultant en sécurité Jean-Marc Huitrel a déclaré « Si des voleurs déjoient le Louvre, toutes les institutions sont vulnérables. Ce qui fait peur, c'est que le plan est maintenant public. Tous les directeurs de musées auront étudié le braquage du Louvre. Ils savent ce qui a fonctionné, et le risque d'imitation est réel. Tout musée, ayant des fenêtres extérieures, ce qui a été la majorité, regarde maintenant ces fenêtres différemment. Sont-elles couvertes par des caméras ? Quelqu'un peut-il venir avec une nacelle un dimanche matin ?
Revenons sur ces 4 minutes, dans la galerie Apollo. En peu de temps, 4 voleurs ont tout bouleversé en pénétrant dans le musée le plus célèbre du monde. Ils ont volé des pièces historiques, ayant survécu aux révolutions et guerres, puis se sont échappés dans l'une des villes les plus surveillées. Et ils l'ont fait si rapidement que, lorsque quelqu'un s'est rendu compte de ce qui se passait, tout était déjà terminé. Si cela arrive au Louvre, cela peut arriver partout. Ce braquage était digne des livres d'histoire. Mais ils ne sont pas seuls à accomplir l'impossible. Regardez la façon incroyable dont les braqueurs de banque ont exécuté le braquage parfait et volé 20 millions de dollars pour voir comment ils s'en sont sortis.